Bienvenue à cette nouvelle édition du Dialogue avec. Nous sommes aujourd'hui vendredi 31 mai 2024 et nous sommes heureux de vous retrouver encore aujourd'hui. Et nous saluons particulièrement ceux et celles qui nous suivent à travers différentes plateformes, notamment à travers YouTube, à travers Facebook, à travers Instagram et surtout à travers Twitter ou X. Nous sommes très contents, comme d'habitude, de vous avoir avec nous. Et nous allons recevoir aujourd'hui, avec, disons, l'équipe de Dialogue avec, nous allons recevoir, comme vous avez vu dans les affiches, M. Carbone Béni, qui est avec nous aujourd'hui. Bonsoir, M. Carbone. Bonsoir mon père. Merci pour l'invitation et bonsoir à tous les auditeurs et à tous qui nous suivent partout dans le monde et spécialement à Kinshasa, en RDC. Voilà, merci beaucoup. Nous allons donc avec l'équipe vous recevoir et nous avons avec nous déjà M. Benjamin Babunga, rappel historique, c'est monsieur rappel historique du Dialogue avec qui va nous donner aujourd'hui aussi quelques rappels historiques. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Père et bonsoir également à Carbone, notre invité. Voilà, merci beaucoup. Et nous avons encore un autre membre de l'équipe, c'est Yves Cacha depuis Madrid en Espagne. Bonsoir Yves. Bonsoir Père. Voilà. Et bonsoir à Carbone et à Benjamin. Voilà, merci beaucoup. Alors, il y aura certainement d'autres membres qui peuvent encore s'ajouter au cours de l'émission, mais nous allons déjà lancer l'émission en recevant M. Carbone, qui va d'abord dire, puisque j'ai vu sur, disons, Internet, qu'il a un autre nom, peut-être qu'il le dise complètement pour confirmer, puisqu'il y a les deux noms, c'est un peu significatif. Si on prend ça dans d'autres langues, carbone, tout le monde sait ce produit chimique, carbone, et puis béni ou bien béni, voilà, c'est aussi un nom qui est significatif, puisque c'est d'abord le nom d'une ville en République démocratique du Congo. Ça peut aussi signifier béni comme une personne bénie de Dieu. Alors, d'abord votre nom complet. Merci beaucoup, Père. Je m'appelle évidemment Carbone Béni, même si beaucoup pensent souvent que Carbone, c'est comme un surnom, un sobriquet ou, comme on dit, un alias. Mais mon prénom de naissance, c'est Carbone, comme étant bien évidemment un élément chimique. Et mon nom propre, mon nom de famille, c'est Béni, comme bien évidemment le territoire martyr de Béni. Donc, c'est un nom tiré du patrimoine culturel congolais. Et mon poste-nom, c'est Béa. Donc, on m'appelle Carbone Béni Béa. Et pour les intimes, Carbone Béni wa Béa. Voilà mon nom complet. Voilà, merci beaucoup pour cette précision. Et alors, nous allons commencer ces dialogues, d'abord avec moi, et puis ça sera avec les autres membres de l'équipe, et aussi les téléspectateurs qui nous suivent, et ils vont participer. On envoie des commentaires ou des questions. Alors, d'habitude, nous commençons d'abord par connaître la personne à travers ses propres mots. C'est comme ça que, si vous pouvez d'abord commencer pour le point de départ, de nous parler un peu de votre parcours scolaire et académique. Vous pouvez peut-être commencer par l'école secondaire et universitaire pour ne pas faire long, mais vous pouvez aussi commencer par l'école primaire, si vous voulez. Merci beaucoup. D'abord, moi, je salue cette émission et je salue l'initiative que vous avez prise de pouvoir permettre aux auditeurs, aux compatriotes notamment, de connaître et d'apprendre des uns des autres. Merci à tous mes frères qui sont là connectés avec moi dans l'émission. Je suis congolais d'abord, père de famille, marié et père de plusieurs enfants. J'ai fait mes études primaires à Kinshasa. Je suis né à Kin. J'ai grandi à Kinshasa. J'ai passé la plupart du temps à Kin. Et j'ai étudié dans une école chrétienne qu'on appelle école Béré. C'est une école, pour ceux qui connaissent les églises de réveil.
C'est l'église, l'école de feu, Maman et Papa Olangui. Je fais jusqu'en sixième primaire et j'ai continué les humanités jusqu'en quatrième. Et j'ai quitté pour avoir mon diplôme d'État au complexe scolaire Le Petit Disciple à Limité 12e rue. C'est aussi une école chrétienne privée d'une extension de la Borne. L'église se trouve à la 10e rue sur l'avenue du feu Papa Étienne Tshisekedi. C'est une église Parole de Vie, la Borne. Donc, ils ont une école à la 12e rue Limité où j'ai fini mes études universitaires, plutôt secondaires. Et je suis allé à l'université. J'ai commencé d'abord par faire les sciences de l'information et de la communication à l'université technologique Bel Campus, toujours à Limité, 8e rue. Et j'ai arrêté à l'époque. Et j'ai finalement, par après, continué mes études universitaires dans une autre branche où j'ai fait les sciences politiques administratif à l'université cardinal chrétienne l'université chrétienne cardinal Maloula. Alors, je crois qu'il y a un petit souci de connexion avec notre invité. J'espère que nous allons vite le retrouver. Et là, il parlait de son parcours de formation. Donc, formation, quand on parle de formation, ça signifie l'école. Il a commencé par l'école primaire, l'école secondaire et universitaire. Et avec des petits soucis de connexion, comme d'habitude avec des gens nos invités qui interviennent à partir de Kinshasa. J'espère que ça ne sera pas beaucoup aujourd'hui par rapport aux autres jours. Et en attendant, nous allons quand même voir s'il va vite revenir, puisque si on commence par exemple la rubrique rappel historique, il ne pourra pas intervenir si il ne nous attend pas. Alors, je ne sais pas s'il nous attend maintenant, puisque j'ai vu quand même qu'il bougeait. Alors, vous nous suivez, M. Carbone? Alors, M. Carbone, vous nous attendez, puisque je vois qu'il bouge quand même déjà un peu là. Alors, il doit avoir un petit souci. Alors, pour gagner en temps, et nous allons alors suivre un peu le rappel historique du jour, quitte à récupérer notre invité, M. Carbone Béni. Alors, rappel historique. Bonsoir, Padré, et également bonsoir à tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment. C'est bien dommage que la technique ne permette pas à notre ami Carbone d'être là. Sinon, pour lui, quand il va suivre l'émission même après, c'est que je fais des rappels historiques par rapport à quelques dates. Oui. Ah ben, je pense qu'il est là. Oui, je continue. Alors, Carbone, vous nous attendez? Sa connexion est un peu basse, comme je vois ici. Alors, M. Carbone, vous nous attendez? Les soucis commencent. Vous nous attendez, M. Carbone? Alors, moi, je vous entends. Vous m'entendez aussi? Et voilà, maintenant, nous vous attendons. Alors, on désespérait déjà. Hein, alors, heureusement que vous êtes vite revenu. On était au niveau de votre formation, le parcours scolaire et académique. Si vous pouvez reprendre juste au niveau, je crois, déjà universitaire. Vous avez parlé de Bel Campus, je crois. Allô? Oui, vous nous attendez, puisque vous avez la parole maintenant pour continuer avec votre parcours, disons, scolaire et académique. Ah, ok. Moi, je pensais que vous m'aviez suivi jusqu'à la fin. Où est-ce que je m'étais arrêté? Je ne sais plus quand est-ce que ça a coupé. Il y avait coupure. Alors, commencez justement par au niveau universitaire. Ouais. Ok, je disais tantôt que je suis politologue de formation. Je poursuis des études de droit à l'Université libre de Kinshasa. Allô, vous m'entendez? Oui, oui, là, ça va encore. On espère que ça va continuer comme ça. Oui.
En tout cas, on vous attend, on vous attend. Ok, donc je disais que je finis, je suis licencié en sciences politiques et administratives, mais actuellement, je suis en train de poursuivre, je suis en phase finale en deuxième licence aussi en droit. Je fais le droit privé et à l'université libre de Kinshasa. Voilà un peu mon parcours académique. Alors, merci, merci beaucoup. Alors, évidemment, vous avez passé beaucoup de temps à étudier maintenant et vous le faites encore. Est-ce que entre différentes formations académiques, vous avez quand même travaillé? Maintenant, nous passons au deuxième parcours de la vie, c'est donc le parcours professionnel. Vous avez quand même l'état déjà de travailler, à part d'abord, puisqu'on va aussi en parler, à part l'activisme dans la société civile et puis aussi dans la défense des droits de l'homme. Merci beaucoup. À la base, je n'ai pas un parcours professionnel passé dans les entreprises privées ou publiques. Moi, je suis plus dans l'entrepreneuriat. J'ai évolué dans l'hôtellerie à un moment. Je crois que j'étais encore trop jeune, il y a presque 18 ans passés, où je gérais un hôtel 3 étoiles à Limité. Mais juste après, j'avais entrepris de travailler seul avec des partenaires chinois et j'ai évolué dans l'agroalimentaire, dans l'import et l'export des intrants, des engrais chimiques, des épices et dans la charcuterie. Donc et là, j'ai créé en 2012 Carbone Group Sarl, où j'étais associé gérant avec un expatrié chinois, où nous importions en grande quantité tout ce qui pouvait permettre la production des saucisses à Kinshasa, et nous avons couvert à l'époque pas mal de charcuterie à Kinshasa et un peu au Congo central. C'est là où j'ai passé le plus de temps. C'est là où je me suis fait un peu de moyens pour me marier. Donc, depuis 2014, je suis marié. J'ai commencé à stabiliser ma vie à ce moment-là, du point de vue professionnel. Mais après, je me suis mis dans le monde du transport. Et donc, j'ai créé une société de transport urbain à Kinshasa, des taxis. De voitures en 2015-2016 et là en ce moment-là nous étions déjà dans le fort, même dans le bain du combat de l'engagement citoyen, et j'ai lancé mon entreprise qui a fonctionné jusqu'en 2017 avant qu'on m'arrête, et actuellement j'ai une entreprise qui travaille dans la consultance politique et dans la com. Donc, je fais la consultance politique, la stratégie politique, la communication politique. Et voilà mon parcours. Donc, je suis plus dans le self-made man que dans tout ce qui est privé et public. Alors, merci beaucoup. C'est encourageant, même pour les autres aussi, puisque c'est créer soi-même d'abord du travail et puis donner du travail aux autres. C'est très important, au lieu d'attendre seulement qu'on vous engage quelque part. Ça, c'est très important. Alors, nous allons continuer à vous découvrir davantage, mais avant, nous allons écouter le rappel historique avec Monsieur Benjamin Babunga avec vous, et puis nous allons aussi demander votre point de vue après avoir écouté Monsieur Benjamin Babunga. Rappel historique. Merci Padré, et bonsoir encore une fois à tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment. Alors pour Carbone Béni qui participe pour la première fois à l'émission, au cours de ces rappels historiques, j'essaye de voir les dates clés de la semaine au cours de laquelle se tient l'émission, et c'est des dates notamment qui se rapportent à des événements clés que nous avons vécus en République démocratique du Congo. Alors là, nous sommes au cours de la semaine du 26 mai au 2 juin. J'ai sélectionné quelques dates par rapport à des événements majeurs de la RDC. Donc, je vais d'abord commencer par la date du 27 mai 1997.
où le président Laurent Désiré Kabila, qui venait d'arriver à Kinshasa comme nouveau chef de l'État de la nouvelle RDC, avait promulgué ce qu'on va appeler la loi du 27 mai 1997 et qui constituait un peu une sorte de constitution de la République démocratique du Congo. Alors, lorsque Kabila arrive à Kinshasa, il prend le pouvoir et une des choses qu'il va prendre comme décision, ça sera de pouvoir arrêter carrément la Constitution, les partis politiques également. Et pour pouvoir diriger le pays, il met en place ce qu'on va appeler la loi du 27 mai 1997, qui ne contenait que 13 articles qui définissaient un peu l'organisation du pouvoir en République démocratique du Congo. Alors, cette loi aura des conséquences parce que quelques 3 ans après, lorsqu'il décède, on se rend compte que la loi qui régit la République démocratique du Congo n'a rien prévu, par exemple, par rapport à tout ce qui est vacances au niveau de la tête du pays. Et c'est de là d'ailleurs que les quelques fidèles à Laurent Désiré Kabila vont essayer de se mettre ensemble, de s'organiser et de voir dans quelle manière organiser, c'est-à-dire organiser qui pourrait prendre la tête du pays. Et c'est dans ce cadre-là que Joseph Kabila a pris le pouvoir. La deuxième date que j'ai retenue, c'est la date du 29 mai 1966. Alors, cette date-là, elle se rapporte au jour où le président Joseph Désiré Kabila, qui venait d'arriver au pouvoir depuis 6 mois, va prendre la parole au niveau de la radio Congo pour faire part d'un complot qui a été déjoué. Et dans ce complot-là, il va citer un certain nombre de politiciens qui auraient pris part à une sorte de conspiration qui a été déjouée. Et il se fait que l'un de ces politiciens, c'est un ancien Premier ministre, et puis il y a aussi des ministres du temps de Cyril Adoula. Alors il y a Évariste Kimba, il y a Anani, il y a Bamba, il y a également Mahamba qui sont accusés ce jour-là, le 29 mai 1966, comme ayant pris part à une conspiration pour renverser le président Mobutu. Et Mobutu est très furieux lorsqu'il annonce cette nouvelle au niveau de Radio Congo. Et dès le lendemain, il met en place une cour militaire d'exception qui est composée par 3 majors qui vont, à partir du 31 mai, tenir une audience publique au niveau du camp Léopold II, c'est-à-dire le camp Kokolo à ce jour. Et au bout de 2 heures d'audience, le verdict va tomber et il sera question de la peine capitale pour les 4 conjurés. Et malgré tout ce qu'il y aura comme doléances que Mobutu recevra à partir du 1er juin de la part des chefs d'État du Congo-Brazza, à l'époque c'était Alphonse Déba Massamba, de la part même du président français de Gaulle, même du président des États-Unis, même du pape à l'époque, Mobutu ne va pas fléchir. Dès le 2 juin, on va procéder à la pendaison publique de ces 4 politiciens à l'emplacement actuel du stade des Martyrs, et ce qui fait que le stade d'ailleurs porte le nom des Martyrs de la Pentecôte, étant donné que ce complot a été déjoué, si complot il y a eu, durant la période où on célébrait la Pentecôte. La troisième date que j'ai retenue, c'est la date du 30 mai 2019, elle est très récente, et là c'est le jour où la dépouille mortelle de feu Étienne Tshisekedi est arrivée en RDC. Alors, Étienne Tshisekedi meurt en 2017. Dans un premier temps, on pense que son corps pourra être rapatrié en RDC. Dans un premier temps, d'ailleurs, il y a le régime Kabila qui essaye de discuter avec les responsables de l'IDPS et on pense qu'il y aura un accord pour qu'on ramène le corps à Kinshasa jusqu'à ce que finalement, il n'y a pas d'accord et on se décide carrément de laisser le corps de Tshisekedi pendant presque 2 ans dans une morgue en Belgique. Et c'est à l'avènement de son fils qui prend le pouvoir en janvier 2019, que 4 mois après, le 30 mai 2019, que le corps de Tshisekedi va finalement revenir en RDC. Et ce jour-là, le président Tshisekedi, accompagné de sa femme et de quelques membres de sa famille, sont d'ailleurs à l'aéroport de Njili pour accueillir la dépouille mortelle. Voilà les principales dates que j'ai retenues. J'aimerais aussi rajouter une dernière, c'est la date du 1er
juin 2010, où on a assisté à l'assassinat de Floribert Chebeya. C'est un événement qui va d'ailleurs bouleverser à la fois l'histoire de la RDC, mais aussi le régime de Kabila, parce que selon la version officielle, Chebeya aurait été assassiné à travers, c'est-à-dire suite à une affaire de mœurs, alors que sa femme et tous les témoins disent qu'il avait plutôt été invité au niveau de l'inspection générale de la police et que c'est de là qu'il aurait été tué. Donc voilà les principaux événements que j'ai retenus par rapport à l'histoire de la RDC et pour des dates qui coïncident avec la semaine au cours de laquelle nous avons cette émission. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup, Benjamin Babunga, pour le rappel historique. Alors, Monsieur Carbone Béni, quel commentaire vous pouvez faire de ces rappels historiques? Ça vous dit quelque chose? Un petit commentaire? Évidemment, moi, le point le plus saillant pour moi, c'est plutôt la mort, l'assassinat de Chebeya. Je me rappellerai que j'ai porté son cercueil au cimetière. Et c'était un moment qui nous avait beaucoup bouleversés parce que à l'époque, moi j'étais déjà sur terrain en tant qu'activiste, mais à l'époque dans un parti politique. Et en tant que combattant à l'époque, on avait pris bras-le-corps cette affaire pour décrier et faire voir à la face du monde combien le régime Kabila était en train de foncer vers une répression sanglante vis-à-vis de défenseurs des droits de l'homme. Bon, paix à son âme, aujourd'hui, il s'est fait que ceux qui étaient impliqués dans cette affaire, certains ont été arrêtés à l'époque. J'ai rencontré le major Milamboué, qui est devenu, je crois, aujourd'hui colonel, qui est rentré. Je l'ai rencontré au Sénégal et en Belgique, à travers aussi l'appui des FIDH, pour pouvoir avoir un procès équitable et finalement rendre justice. Ça, c'est un point qui me tient à cœur en tant que défenseur des droits de l'homme. Mais pour le reste, c'est de l'histoire de notre pays. Il faudrait que nous puissions en tirer des leçons pour pouvoir améliorer dans le futur, notamment le martyr de l'indépendance, plutôt de la Pentecôte, et tant d'autres qui ont péri simplement parce que Mobutu voulait instaurer la dictature. Et pour instaurer une dictature, il faudrait faire peur, il faudrait pousser l'opinion publique et surtout l'opinion interne à avoir peur et à se résigner de manière à ce que l'on puisse contrôler le reste de ce qui va se passer. Aujourd'hui, le pays n'a plus besoin de ça. Malheureusement, nous n'apprenons pas de notre passé. Voilà le commentaire que je peux faire et merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Monsieur Carbone Béni. Alors, nous allons poursuivre maintenant avec vous. Et une question d'abord comme ça que j'ai vue dans les commentaires de l'affiche pour annoncer ce dialogue avec, il y a quelqu'un qui a dit en lingala Akende Wapi. C'est beaucoup dire, ça signifie que peut-être vous n'étiez plus très visible ces derniers temps. Est-ce que vous pouvez répondre par exemple à cet internaute qui avait écrit comme ça un commentaire dans l'affiche que nous avions faite pour annoncer le dialogue d'aujourd'hui, qu'effectivement, depuis un certain temps, on n'entendait plus parler de vous, que ce soit sur les réseaux, que ce soit aussi dans les nouvelles du pays. Akende Wapi, voilà un peu la question. Évidemment, Père, vous m'avez sorti de ma petite cachette. Et je suis là, Naza, s'il faut dire na lingala, Naza na Mboka, bon, aussi souvent Libanda et Mboka. Mais il faut dire que j'ai bien évidemment observé un silence pendant un temps. Parce que vous savez, nous nous revenons d'une lutte générationnelle, je dirais, une lutte décisive. Ça fait presque maintenant 10 ans. Par exemple, pour moi qui suis cofondateur du mouvement Filimbi, c'est depuis 2015 qu'on a lancé, le 15 mars, on a lancé ce mouvement-là pour pouvoir amener les citoyens et les jeunes non alignés aux partis politiques, de jeunes indépendants à travers de mouvements citoyens non partisans, les amener à agir de manière indépendante
pour obtenir les élections, l'alternance et par la voie de fait amener le changement. Et ce n'était pas un combat facile. Nous l'avons mené jusqu'en 2018. 2018, on a eu la première alternance. On a essayé d'observer ce que ça donnait, mais ça fait presque 5 ans, les choses n'ont pas évolué comme on s'attendait. Et moi, personnellement, j'ai pris un repli, un tout petit peu, parce qu'il fallait à un moment donné passer le cap à des jeunes qui ont rejoint le mouvement à un certain moment, passer les leaderships, les encadrer, et aussi penser à pouvoir pousser notre engagement un peu plus loin. Et, alors, et ça demande un peu... Nous allons y revenir, puisque là, c'était juste pour répondre à la curiosité de cet internaute qui voulait savoir où est-ce que vous étiez passé. Alors, maintenant, nous revenons à vous. Maintenant, votre vie d'activiste, donc défenseur des droits de l'homme. Est-ce que vous pouvez un peu parler de votre début, de votre engagement comme activiste des droits de l'homme et défenseur des droits de l'homme, puisque vous avez fait les études et puis vous vous lancez alors, vous avez parlé aussi de vos business personnels, donc c'est une bonne idée, ça peut être un stimulant pour les autres jeunes, mais vous avez jugé bon de vous lancer dans défense des droits de l'homme et dans l'activisme qui n'est pas chose facile, hein, puisque nous allons découvrir encore les étapes, des mauvaises périodes que vous avez passées. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager dans cet activisme citoyen? Merci beaucoup. À la base, il faut dire que moi, j'ai commencé mon engagement, je dirais, sociopolitique de manière intense en 2008. Mais si on remonte un peu le temps, c'était en 2005, le 30 juin 2005, que j'ai pris de manière sérieuse la flamme en tant que citoyen de commencer à considérer les enjeux sociopolitiques de mon pays, m'intéresser et espérer m'y mettre. Parce que ce jour-là, le feu Étienne Tshisekedi avait clairement dit que c'était la fin de la transition de 1+4. Et il a dit le 30 juin, tout s'arrête. Moi, j'étais à la maison, j'observais comme tous les citoyens, donc je n'avais rien à faire avec la politique et tout ça. De toute façon, vous étiez encore trop jeune à ce moment-là. En 2005, je crois que vous aviez à peine 20 ans. Bien sûr, j'étais jeune, trop jeune. Je suis sorti de la maison pour observer ce qui s'est passé dehors et comment est-ce qu'on tirait sur la population. Et finalement, j'ai observé, ça c'était pour la première fois que j'observe une répression policière vraiment insupportable. C'est-à-dire, c'était des citoyens qui étaient non armés, qui étaient non violents, face à des policiers qui étaient armés et qui tiraient à bout portant. Vous savez que ces jours-là, beaucoup sont morts et beaucoup ont été blessés, beaucoup ont été enlevés. Et sur notre avenue, sur la principale, le militant, je dirais, de l'UDPS à l'époque, courait pour entrer dans le parcelle quand il y avait la répression, quand la police entrait dans les avenues pour tirer et arrêter. Et une balle perdue, en fait, ils ont tiré sur la population et une balle a pénétré le portail de notre parcelle là où j'étais. Et j'ai failli perdre la vie ce jour-là. J'étais même pas impliqué. Et je m'étais dit non, il faudrait que ça s'arrête. Pour moi, c'était vraiment la chose qui a débordé dans mon cœur. Et je suis sorti avec les autres et j'ai commencé à lancer des pierres. On a fait comme tous les autres. C'était un début. Mais finalement, j'étais étudiant à l'époque et en 2008, finalement, j'ai commencé à m'intéresser de près, mais auprès de l'UDPS. Et vous savez, il y a des parlements debout et il y a des jeunes et des citoyens qui se mettaient debout pour discuter. Ça se passe jusqu'à aujourd'hui. Et moi, j'allais pour écouter, pour comprendre. Et finalement, en 2010, je me suis engagé au sein de l'UDPS et j'étais membre du premier congrès qui a vu le feu Étienne Tshisekedi, paix à son âme, être désigné comme candidat de l'UDPS à la présidentielle de 2011. Donc, j'ai intégré de manière formelle. Et en 2011, on a accompagné le parti et j'étais j'étais chargé de la communication de la toute première Ligue de jeunes de l'UDPS de 2011 avec Jacques Chabani comme secrétaire général.
Il était jeune secrétaire général. Il avait 34 ans, je crois, 35 ans quand il était nommé. Et c'était vraiment cet engagement qui m'a pris. Mais tout est parti. C'est comme ça que je dis pour CBA. Par exemple, en 2010, nous, le combattant de l'époque, avions vraiment accompagné ça depuis. On était là au four et au moulin. Ils nous ont même gazé ces jours-là. Je me rappellerai toujours. Et c'était mes débuts dans la sphère politique, mais vraiment de manière sérieuse. Et j'ai fait mes pas dans l'UDPS et j'ai accompagné le président Tshisekedi, Félix Antoine Tshisekedi, comme un de ses proches. À l'époque, il était député national élu en 2011. Et finalement, l'ancien secrétaire général de l'UDPS, Jacques Chabani, va me désigner comme étant le point focal de l'UDPS auprès des organisations internationales et nationales de droits de l'homme pour faire le monitoring, faire les reportings des cas de violation des droits de l'homme. Moi, l'engagement citoyen, l'engagement politique, c'est vraiment dans l'altruisme total. Pour moi, c'est un don de soi. Ça n'a rien à voir avec tout ce que la plupart des jeunes ou même des aînés font, hein, dans le sens de faire des choses pour des postes, pour de l'argent. Moi, c'était vraiment un engagement. Quand je voyais les gens mourir, les jeunes, mes amis, donc je répertoriais, j'amenais au sein du parti et on m'a désigné pour faire ces rapports auprès des organisations de droits de l'homme, donc notamment la ZADO, la CAGE, Human Rights Watch, FIDH, Amnesty International. C'est là où tout est parti en 2011 et 2012. J'ai commencé à travailler directement avec plusieurs organisations de droits de l'homme pour faire le reporting et les monitoring. Alors, sans vous couper, on voit un peu comment vous avez commencé. Donc, d'abord dans l'engagement politique. Alors maintenant, voyons un peu le saut maintenant de quitter l'engagement politique directement et vous allez dans l'autre camp qui est aussi un peu politique, mais pas directement. L'activisme maintenant dans la société civile, comment est-ce que ça s'est fait, ces passages-là? Alors, tout arrive en 2014. On est en 2014. Moi, je venais de faire, de participer à l'enquête de Human Rights Watch sur l'opération Likofi du général Kanyama, qui avait lancé comme Panthère Noire aujourd'hui avec Peter Kazadi. Et il y avait beaucoup d'exactions, des violations, des tueries, des meurtres des jeunes appelés Kuluna. Et moi, j'ai travaillé là-dessus. Avec Human Rights Watch, et le rapport, il est présent là. Et c'est en ce moment-là que je discutais avec certains amis de la société civile. Ils me diront, non, mais pourquoi ce ne serait pas intéressant de créer un mouvement, un collectif qui va rassembler les jeunes. À la base aussi, j'avais un mouvement qui s'appelait Mouvement de jeunes patriotes au sein de la jeunesse idépécienne. Et je discute avec certains amis, ils me disent, mais pourquoi on ne peut pas lancer un mouvement société civile et qui va vraiment essayer un peu de mener le combat pour intégrer tous les jeunes de divers bords et considérations politiques sans avoir des penchants. Donc, mettre tout le monde ensemble, militer pour le changement. Moi, l'idée m'avait plu parce que d'une part, je considérais, ça je l'ai dit à juste titre, que le parti politique dans lequel j'étais, nous étions devenus comme une sorte de personnes qui ne militaient que pour la prise du pouvoir, sans préparer dans le fond les jeunes et les cadres du parti à exercer ces pouvoirs-là dès lors que nous l'aurons. Et moi, je me disais que c'était devenu comme une routine, en fait, militer, mais dès qu'on aura le pouvoir, qu'est-ce qu'on va faire? Et j'étais un peu à l'époque déjà réticent sur beaucoup de choses et en 2014, vers la fin, je décide de prendre part, d'échanger d'abord avec certains camarades, notamment Floribert Anzoulouni et Yangou Kiakwama. On échange et j'ai dit, OK, je serai là, je prendrai part. Et c'est comme ça qu'on a fait 2-3 réunions. Et on a lancé finalement le 15 mars 2015 le mouvement citoyen Filimbi. Et quand le mouvement est lancé… Alors, une question déjà. Quand vous vous engagez comme ça dans ce mouvement Filimbi, et vous abandonnez aussi, disons, l'engagement dans l'UDPS?
Bien évidemment, c'était une décision à prendre et j'avais échangé avec les autorités du parti, notamment le président Félix à l'époque. J'avais clairement dit que je ne saurais plus continuer à être un acteur politique actif dans un parti politique et en même temps faire la société civile de manière aussi active. Et donc, j'avais pris l'engagement de mettre fin à mon activisme politique et de commencer mon activisme citoyen et non partisan et sans penchant politique. Voilà, merci beaucoup. Nous allons revenir à vous tout de suite. Nous allons d'abord avoir les nouvelles d'Espagne avec le membre de notre équipe, Yves Cacha, qui est en Espagne, après cette petite pause. Alors, direction Espagne, où nous allons voir quelques nouvelles de ce pays avec Yves. Alors, les nouvelles d'Espagne, Yves. Oui, bonjour Père, bonjour à Carbone et à tous les auditeurs. L'actualité à Madrid et dans le monde hispanique est un peu révolutionnée. Je vais commencer par la diplomatie et la politique en soi. Bon, première information, il y a eu une brouille diplomatique assez sérieuse entre l'Argentine et l'Espagne. Le président Sanchez et le président Milei se sont appelés par des noms d'oiseaux. Ils se sont même fait des poèmes pas très poétiques. Et en fin de compte, l'Espagne a demandé à son ambassadrice de revenir sur Madrid. Même mouvement de la part de l'Argentine. Autre information, c'est que, comme je vous le disais il y a quelques semaines de cela, l'Espagne s'est lancée dans la procédure de reconnaître l'État de Palestine comme un État souverain. Mais la politique ici, elle est assez bizarre dans la mesure où nous sommes en train d'assister à une situation un peu rocambolesque où l'exécutif va reconnaître l'État palestinien, mais la reconnaissance ne passera pas par le Parlement. Donc, ça laisse entendre ou laisse comprendre que ça serait une reconnaissance partielle, si pas une reconnaissance qui n'a pas de valeur politique ou valeur contraignante en soi. Autre information, c'est je passe directement au sport, mais bon, j'aimerais toucher ce point-là parce que c'est quand même assez important pour nous qui voyageons beaucoup. Le ministère du commerce, ce qu'on appelle ici le ministère de la consommation, vient de sanctionner 4 entreprises espagnoles, 4 entreprises européennes, Ryanair, EasyJet, Vueling et l'autre Votoleto, 150 millions d'euros pour ce que je dirais abus sur la clientèle. On leur reproche d'exiger aux gens de voyager avec des petites valises. On les surfacture quand ils amènent des valises. On ne permet pas aux gens de s'aligner quand ils voyagent en famille. Bien que même, on exige même qu'on imprime les billets d'avion avant le décollage. Et quand on imprime ça au check-in, c'est une impression qui vaut 20 € pour certains, 30 € pour d'autres. Et c'est beaucoup d'argent pour les Espagnols. Et donc, il y a des sanctions qui sont tombées. Les entreprises en question ont promis de faire appel de la sanction. Et donc, c'est un débat qui est en train de s'ouvrir sur le monopole ou bien sur la dictature des lignes aériennes. Autre information pour nous les amoureux du sport, la première, c'est que demain, il y a la finale de la Champions League. Real Madrid, Borussia Dortmund.
nous prions et nous croisons les doigts pour que Real Madrid perde, mais bon. Autre information très importante, aujourd'hui, l'ancien joueur Gérard Piqué a été mis en examen pour les commissions qu'il aurait perçues de la part de la Fédération espagnole de football pour les matchs de la Supercoupe qui se sont joués en Arabie Saoudite et dans les pays arabes. Ainsi que cette imputation laisse entendre aussi que très probablement Lionel Messi sera aussi interpellé. Autre information très importante, c'est par rapport à la situation des équipes qui étaient en train de faire la Super League. La justice espagnole a déclaré que l'UEFA et la FIFA n'avaient pas pouvoir de sanctionner le Barça et le Real Madrid dans leur course ou bien dans leur rêve d'organiser une Super League. Cela fait en sorte qu'aujourd'hui, la justice espagnole et le gouvernement espagnol disent que ces deux entités, l'UEFA et la FIFA, jouissent d'une position de monopole et que le monopole qu'ils ont sur le football tant européen que mondial doit s'arrêter. Et donc, c'est une nouvelle boîte de Pandore qu'on est en train d'ouvrir et j'espère que le feuilleton sera entretenu d'ici à ce qu'on ait finalement cette Super League. Donc, c'est un peu ça les nouvelles que nous avons ici en Espagne. Ah oui, j'avais oublié une dernière nouvelle aussi très importante. L'extrême droite espagnole, son leader, Santiago Abascal, s'est rendu dernièrement en Israël pour féliciter le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Donc, on n'est pas prêt d'avoir la paix dans le royaume des cieux, comme disait Ridley Scott dans son film avec Orlando Bloom. Donc, voilà un peu les actualités ici en Espagne. Voilà, merci beaucoup Yves. Alors, un petit commentaire, Monsieur Carbone Béni. Bon, commentaire, je vous pose juste la question. Demain, comme a dit Yves Kacha, c'est la finale de la Champions League. Dortmund, Real Madrid, lui, il a donné sa position puisque c'est clair qu'il est de Barça. Alors, vous êtes Barça ou bien Real Madrid d'abord? C'est étonnant, mais vous savez, je ne m'y connais pas dans le foot, donc je suis pas trop le match, je suis pas trop, je sais pas. Mais je crois que Real, c'est une grande équipe. Elle peut gagner, mais je suis pas trop football. Voilà, merci beaucoup. Donc, bon, Yves connaît ma position, donc ça, je ne peux pas profiter de cette émission pour parler de mon équipe préférée. Alors, vous vous êtes engagé maintenant dans la société civile, disons, dans l'activisme qui, à cette époque-là, a mobilisé un peu les jeunes à travers plusieurs pays d'Afrique, au Sénégal, il y en a marre, et puis même au Burkina Faso et d'autres pays aussi, la République démocratique du Congo avec Lucha et Filimbi. Donc c'était vraiment les débuts de la jeunesse dans l'activisme de la société civile. Alors, mais ça a aussi des conséquences, évidemment, et notamment les arrestations. Vous aviez déjà fait allusion à ça. Et ça vous a marqué, les arrestations, vous avez fait la prison à peu près 12 mois. Et qu'est-ce que ça vous dit, cette expérience? Bon, pour un père de famille, d'abord, ce n'est pas une expérience souhaitable. Moi, à l'époque, avant même de faire les 12 mois, j'ai fait 3 mois, plutôt 23 jours à l'ANR. Ça, c'était le premier baptême, et j'avais un bébé qui avait 8 mois et ma fille aînée aussi avait 1 année et demie.
c'est une preuve pour un père de famille, pour un marié. Je n'étais qu'à mes 2 ans de mariage en 2016. Donc, c'est traumatisant. Et pour la famille, c'était traumatisant parce qu'à l'époque, être arrêté à l'ANR pour avoir crié haut et fort et mobilisé le jeune à l'alternance au départ de Kabila, au combat contre le changement de la Constitution, équivaudrait à l'époque à la mort. Donc, c'était certain, beaucoup sont morts, beaucoup ont été... donc, voilà, ça m'a beaucoup marqué. Mais en tant que combattant, ça c'est mon côté affectif, parent, fils de ma mère et de mon père. C'est choquant, c'est très, très, très frustrant même. Mais en tant que combattant des luttes, moi, ça ne m'avait pas beaucoup affecté. Tous ces temps où je passais, j'ai repassé en prison ou à l'ANR, j'étais très serein parce que quelque part, c'était pas un hasard. Lorsque vous vous mettez à combattre, à militer dans une situation telle que celle-là à l'époque, donc vous devrez quelque part être conscient de ce qui vous attend. Ça peut être la mort, l'hôpital, la prison. Et donc, j'en étais conscient et constamment parce que je m'étais dit que pour moi, c'est la vie ou la mort. Et donc, ça m'a permis de bien me maintenir en prison pendant tous ces temps-là et d'en sortir un peu fort. Alors, vous êtes évidemment encore jeune, hein, vous n'êtes pas vieux. Et vous avez dit que vous êtes en train de faire encore les études de droit maintenant. Vous avez une certaine expérience. Vous vous êtes engagé dans le privé, dans le business privé. Vous étiez membre de la jeunesse de l'UDPS et dans l'activisme maintenant de la société civile, défense des droits de l'homme. Et tout ça, c'est déjà une expérience. Mais qu'est-ce que vous entrevoyez pour le futur? Vous avez des projets encore? Bon, en ce qui concerne mes activités privées, j'aime bien évoluer dans le secteur privé et entreprendre. Donc, en tant qu'entrepreneur social, je me suis lancé dans tout ce qui est agriculture, ferme. J'ai une ferme où je m'aimerais vraiment exploiter la terre et pouvoir nourrir tant soit peu les Quinois en particulier, et aussi dans le Kasaï oriental où je suis en train de me voir beaucoup m'investir dans ces domaines-là. On peut produire du maïs, de manioc, le fait de manioc et tant d'autres produits, les pastèques, les légumes et autres élevages et comment on dit, la culture maraîchère. Et aussi, bien évidemment, mettre en place une fondation qui va s'occuper essentiellement de l'éducation parce que la chose qui nuit, qui nous bloque le plus, c'est aussi l'incapacité de scolariser, d'éduquer comme il faut notre population qui est jeune aujourd'hui mais qui sera vieille demain et qui va de plus en plus devenir un danger pour nous parce que moins instruits, moins formés, moins éduqués. Et donc, je me projette plus dans l'éducation, ça c'est dans le privé, permettre aux jeunes d'étudier à travers des bourses, des collectes, des fonds et autres, donc dans les sociales. Et après, faire les affaires comme tout homme d'affaires pour gagner plus de millions et savoir aider les uns les autres. Politiquement, je pense que pour moi, la politique, en fait, l'engagement socio-politique, sous toutes ses formes, que ce soit au niveau de l'engagement citoyen en tant qu'activiste, que ce soit en tant que politicien, parce que j'y étais engagé en politique, et je pense que si Dieu le permet, je reviendrai dans la politique active. Donc, je pense jouer des rôles importants qui puissent permettre à la construction efficace de l'édifice commun qui est la RDC. Et c'est là que je me projette. Et le rôle qu'on peut jouer, ça peut nous amener à être tout, à la fois chef de rue jusqu'au sommet de l'État, mais pour contribuer essentiellement à l'amélioration des conditions de vie de notre population. Voilà. Alors, Monsieur Carbone Béni, à un certain moment, on vous a vu quand même hein, quand Monsieur Jean-Marc Kabound s'est séparé de l'UDPS. Vous lui avez rendu visite
Et à un certain moment, on pensait peut-être que vous alliez vous engager avec lui dans son parti. Ce n'était qu'une visite, une simple visite, puisque vous l'avez peut-être connu quand vous étiez membre de l'UDPS ou quoi? Non, non, c'était une simple visite. Kabund Jean-Marc, ancien secrétaire et président AI de l'UDPS, est arrivé, est devenu secrétaire général de l'UDPS quand moi j'ai quitté mon engagement politique au sein de l'UDPS. Et à l'époque, à Kinshasa, je l'ai accueilli avec d'autres camarades. Et donc, nous avons de très bons rapports en tant que frères, en tant qu'amis. Et quand cet incident lui est arrivé, je lui ai rendu visite en tant que frère, en tant qu'ami. Et on a discuté, il m'a expliqué ce qui s'est passé. Je lui ai prodigué des conseils essentiels pour éviter ce qui est malheureusement arrivé. Donc, ce n'était pas une sorte d'impact pour m'engager dans son parti. Et je pense, s'il faudrait placer un mot là-dessus, je pense toujours que notre génération n'a pas vraiment la génération qui a lutté dans l'engagement citoyen et un tout petit peu certains jeunes qui se retrouvent dans des partis politiques. Nous avons quelque chose en commun qui est le fait de ne pas voir les choses telles que nos aînés le voient et de ne pas voir le même repère en termes soit de valeurs, de principes et d'idéologie. Et donc, je me vois très mal aujourd'hui adhérer dans un parti politique d'un dissident. Par exemple, Kabund Jean-Marc, c'est un dissident de l'UDPS et je ne comprends pas comment on peut rester longtemps au sein du parti et au cœur du pouvoir et brusquement quitter, créer un parti parce qu'il y a eu des incidents. Donc, c'est pas idéologiquement portable. Et moi, je crois par contre qu'on peut pousser des idéaux nouveaux et aller sur d'autres bases avec d'autres valeurs, créer de mouvements qui peuvent se différencier de partis politiques traditionnels. Voilà, on va essayer d'aller rapidement puisqu'il y a aussi Yves Cache comme membre de l'équipe et qui aura certainement des questions à vous poser. Nous allons essayer d'aller un peu rapidement puisque maintenant on comprend un peu votre parcours de formation scolaire et académique. On comprend un peu ce que vous avez fait dans la vie, dans le secteur privé, dans la politique, dans la société civile. Et maintenant, des petites questions peut-être qui nécessitent un peu des réponses pour que les gens puissent encore vous comprendre davantage. Quels sont les bons souvenirs que vous gardez déjà de votre vie jusqu'à présent? Des bons souvenirs. Wow, les bons souvenirs. Ben, vous devez quand même en avoir. Mais il y en a beaucoup, en politique ou dans ma vie privée. Je disais dans ma vie d'engagement citoyen ou dans ma vie privée. Voilà, donc des bons souvenirs de la vie, donc que ce soit dans l'engagement privé ou dans l'engagement de la société civile ou politique, et c'est toujours votre vie, vous pouvez garder des bons souvenirs, ça, sauf si c'est des bons souvenirs, ne sont pas nécessairement des grands secrets à garder pour soi-même. Bon, moi, le plus grand souvenir d'abord pour moi, c'est le jour où je suis devenu papa. Ça, c'est très affectif. Donc, j'en garde toujours un très bon souvenir d'un sens de responsabilité que je devrais avoir. Et je pense que un de bons souvenirs aussi, surtout, c'était de voir l'alternance pacifique, hein, même si on sait que c'était pas pacifique, mais c'est cette passation de pouvoir entre deux présidents. J'ai rêvé beaucoup de ça et quand on combattait le régime Kabila pour obtenir des élections, je disais au régime maintes fois qu'il faudrait accepter de faire vivre la nation ces moments précieux où celui qui perd accepte la perte et l'échec plutôt, et celui qui gagne prend le pouvoir. Ça nous mettrait dans une sorte d'un élan qui permettra à ce qu'on puisse se développer. Bon, ce jour-là, je garde un très bon souvenir, mais qui s'est avéré par la suite un très mauvais souvenir aussi en même temps. Voilà, pour moi, c'est l'essentiel. Mais j'ai beaucoup plus de mauvais souvenirs que de bons souvenirs. Arrivons à ça, ça n'allait pas manquer, évidemment. Hein. Le positif est toujours accompagné du négatif. Des mauvais souvenirs de votre vie jusqu'à présent, des mauvais souvenirs?
Et alors, puisqu'on voulait parler de mauvais souvenirs, du coup, il y a déjà des difficultés d'ordre technique et j'espère que il va vite nous revenir pour parler de mauvais souvenirs, puisque là, il a parlé de bons souvenirs, de mauvais souvenirs déjà. Au moment d'en parler, c'est vite parti. Donc, vous allez nous comprendre, vous nous excusez aussi en même temps. Ça ne dépend pas de nous, ça ne dépend pas de notre invité, M. Carbone, ça dépend plutôt des problèmes de connexion en République démocratique du Congo. Heureusement qu'il est vite revenu. Alors, de mauvais souvenirs. Allô? Oui, je crois que la connexion avait posé un problème. Voilà, des mauvais souvenirs. Oui, ça, c'est déjà un mauvais souvenir, un petit mauvais souvenir de l'émission, des problèmes de connexion, mais ça va déjà mieux. Alors, des mauvais souvenirs de la vie, M. Carbone Béni. Bon, le plus grand, c'est le jour où j'ai failli mourir à cause de mon engagement et pour le pays. J'ai été enlevé, amené au camp Tchachi et maintenu là-dedans avec mes camarades. C'était un certain 13 décembre 2016 et le 19 décembre 2016, c'était la date limite pour la fin du mandat du président Kabila à l'époque. Et vous savez, ces jours-là, ils avaient arrêté beaucoup de citoyens, beaucoup de manifestants, y compris le président du parti MLP, Franck Diongo. Et on les a amenés avec ses gardes au TD, qu'on appelle TD, le camp Tchachi. Et ce jour-là, j'ai vu des gens mourir de mes propres yeux parce qu'ils étaient tabassés. On a tiré dessus et on a emporté des corps. Et moi, j'étais là, ça faisait déjà 6 jours qu'on nous avait déjà nous enlevés avant. Et ils ont fait entrer quelqu'un dans ma cellule. Ils l'ont tabassé jusqu'à perdre connaissance. Et je crois même qu'il était mort parce qu'on l'a pris, c'était presque un mort. Et le lendemain, ils nous ont pris avec mes camarades. Ils ont dit qu'ils allaient nous tuer parce qu'après, si Kabila a quitté le pouvoir, vous tous, vous perdrez la vie parce que c'est vous qui avez occasionné ça, vous les mouvements citoyens et l'opposition. Et donc, j'ai été tellement torturé jusqu'à perdre connaissance. Et heureusement, un des colonels a dit non, laissez-le, Bozo Nsayen en cachot. On va voir son cas demain. Et ma vie était épargnée ce jour-là. Et quand je pense à ça, je vois le nombre de corps que j'ai vu ce jour-là étalés. C'est un très, très mauvais souvenir parce que ça m'a hanté toute ma vie et j'avais vu ma mort ce jour-là. Un autre très mauvais souvenir, c'est plutôt de personnes avec lesquelles nous avons lutté, de personnes avec lesquelles nous échangeons sur le changement et tout ça. J'ai des camarades qui, à cause du lucre, des avantages sociaux, politiques et tout ça, ils ont tout trahi. Donc, vous ne les reconnaîtrez plus aujourd'hui quand ils vous parlent de ce qu'ils vous disaient hier, mais à cause de certaines positions, ils n'ont pas pu maintenir le cap. Et moi, ça m'a toujours hanté de voir que l'engagement de certaines personnes pour le changement n'est pas basé sur la conviction. C'est plutôt sur tout ce qui est des façades. Et j'étais vraiment choqué de voir que des personnes sur qui je comptais passer le cap aussi facilement à cause de certaines positions. Et ça avait changé aussi ma manière de voir et de collaborer. Voilà. Voilà, merci beaucoup pour ça. Et rapidement, quel conseil vous pouvez donner aux jeunes qui peuvent suivre votre exemple de vie en n'appelant pas ça débrouillardise, puisque ça connote un peu mal. Et donc, dans la façon de vivre, en faisant des choses qui vous garantissent la vie, puisque vous êtes engagé dans le business jusqu'à aujourd'hui encore, et vous avez suffisamment étudié, vous continuez encore à étudier, c'est que font peu de jeunes, et puis votre engagement dans l'activisme de la société civile et la défense des droits de l'homme avec tous les dangers possibles, vous venez de donner l'exemple, de voir les gens mourir, et vous avez risqué aussi votre vie pour ça. Quel conseil, rapidement, vous pouvez donner aux autres jeunes qui peuvent suivre, par exemple, votre modèle,
exemple. Merci, Père. Moi, je pense que la jeunesse devrait, à mon sens, être déterminée. Être déterminée dans ce que l'on veut le plus, dans ce que l'on souhaite devenir, dans ce que l'on envisage ou dans ce que l'on rêve. Il faudrait produire plus de la détermination. Et après la détermination, je crois que c'est le courage. Parce que on peut se dire, oui, moi je veux faire ça, je suis déterminé que je le ferai. C'est une décision, en fait. Je pense que la détermination, je les compare à la décision plutôt de dire, voilà, j'ai fait, je veux le faire. Mais dans la faisabilité, face aux obstacles, face aux problèmes, face à la répression, face au rejet de la société, il faudrait développer le courage. Le courage permet d'affronter, de continuer et d'aller un peu plus loin dans ce que l'on souhaite. Et je pense que la jeunesse de notre pays aussi a une mission importante de relever les défis de la construction à la fois d'une nation, mais aussi d'une république démocratique du Congo digne de ces noms, qui pourrait répondre aux défis économiques, aux défis sociaux, politiques, géostratégiques. Et ça demande une certaine catégorie de la jeunesse, une jeunesse qualifiée, une jeunesse compétente, mais surtout une jeunesse des valeurs. Donc moi, je conseille aux jeunes de ne pas se laisser faire, de ne pas tomber parce qu'on manque, parce que je n'ai rien, donc je vais faire tout ce qu'on va me proposer, de plutôt rester dans le droit chemin et dans le valeur pour changer un jour le cours des choses. En tout cas, merci beaucoup. On donne maintenant la parole aussi à M. Yves, certainement qu'il peut avoir une question, une, deux, trois questions. Moi, j'ai deux questions. En fait, j'ai été surpris d'apprendre que son vrai nom, c'est Carbone, parce que moi, je me disais que c'était un nom de guerre pendant ces années. Filimbi Lucha, l'animateur de la vie politique. En tout cas, merci pour cette information. Moi, j'ai une question, et vous avez évoqué ça dans vos dernières paroles. Vous avez dit que vous avez été surpris par le changement des personnes. Mais je vous pose une question. Bon, je donne une phrase que j'avais l'habitude d'entendre chez mon père. Il disait toujours, on reconnaît une personne quand il a de l'argent et quand il a le pouvoir. Vous avez connu des amis à vous qui aujourd'hui sont au pouvoir et ils ont changé. Et je vous pose la question, êtes-vous sûr que demain, si vous êtes dans les mêmes conditions, vous n'allez pas changer non plus? Parce que... Merci. Merci. C'est une très bonne question. Bon, vous savez, comme on dit, hein, on ne peut pas être soi-même jugé parti et c'est difficile d'affirmer les choses par soi-même. Mais l'expérience, l'histoire peut nous apprendre un peu plus sur des personnes, mieux que ce que les personnes disent eux-mêmes de ce qu'ils sont. Moi, ce qui me concerne, vous savez, depuis l'époque de Kabila, par exemple, non seulement qu'il y avait la répression, mais il faut dire qu'il y avait un côté où il y avait les débauchages, il y avait les sollicitations d'intégrer, de rapprocher le régime et d'avoir des moyens, simplement pour abandonner la pression qu'on faisait. Et l'histoire, vous pouvez le vérifier, j'ai refusé, j'ai tout refusé. Il y a même un article sur Politico, Likiani Choukran m'a appelé en 2016. Il venait de lancer Politico.cd. Le président Kabila avait souhaité rencontrer Lucha et Filimbi. Et il voulait rencontrer Lucha, plutôt Filimbi à Kinshasa, et rencontrer Lucha à Goma. Et le ministre de l'Intérieur, Bochab, à l'époque, nous a joints pour dire non, le président a besoin de vous et tout ça. Moi, je savais que c'est une tentative de corruption et de débauchage simplement parce que ce que nous voulions à l'époque était connu. Pourquoi il faudrait nous voir et nous parler? Et j'ai décliné. Et il y avait beaucoup de propositions d'argent. À l'époque, je n'avais pas peut-être le standing que j'ai aujourd'hui. J'ai refusé. J'ai été maintes fois proposé
à des postes au sein des institutions, que ce soit par ces régimes, mais parce que je pense que certaines choses ne correspondent pas à l'idéal que nous portons, j'ai refusé. Donc, en ce qui me concerne, ce n'est pas le moyen ou la position qui importe, c'est plus le valeur qui importe. Et donc, si je puis faire face à certaines propositions, alléchantes d'ailleurs, et je n'ai pas cédé, j'ai accepté de manger ma tembele, na manioko. Je ne vois pas quelque chose de plus grand, même si on dit tout le monde est achetable, ça dépend du prix, mais vous savez, pour moi, le prix, c'est le valeur, c'est le combat des idéaux. C'est pas le poste, c'est pas le lucre. Et en tant que révolutionnaire et en tant que socialiste, je crois beaucoup que on n'a pas besoin de millions, on n'a pas besoin de positions pour changer les choses. On a besoin de manger, de dormir, d'amener son enfant à l'école et d'avoir le minimum. Et le minimum, moi, je l'ai. Donc, je peux manger le pondou, le matembele, mon enfant peut étudier. Donc, je ne me vois pas trop céder face à mes valeurs par rapport aux positions que je pourrais avoir demain. Vous me donnez Père, vous avez encore, oui, vous avez droit à poser quelques questions, il n'y a pas de problème, Yves. Oui, au fait, là, j'ai entendu le côté révolutionnaire dans Carbone apparaître. Non, vous dites un mouvement citoyen. Un mouvement citoyen, c'est dans le cadre de la loi, le cadre de la Constitution. Or, la révolution, c'est commencer quelque chose sur des bases fraîches. Vous ne trouvez pas que c'est assez antagoniste? Premier aspect. Deuxième aspect. Excusez-moi, je n'ai pas bien compris le premier aspect. Vous avez dit, vous avez sorti votre côté révolutionnaire dans votre première réponse. Et maintenant, je vous reviens dans ce que vous avez défini comme étant Carbone Béni. Un citoyen qui a participé dans des mouvements citoyens. Or, les mouvements citoyens, c'est dans un cadre légal. Quand on parle de révolution, on parle de table rase. Ça veut dire on remet à zéro. Donc, je voulais savoir, après ce que nous avons vécu, j'exprime encore mieux ma question. Après le changement pacifique de régime que nous avons connu en 2018 et l'expérience que nous avons de ce changement de pouvoir, je sens un peu de frustration en vous. Vous êtes aujourd'hui partisan de la révolution, ça veut dire de recommencer la constitution, de refaire une constitution, de recommencer avec les institutions. Merci. Bon, je pense que la révolution, il faut la comprendre de manière simple, c'est un souci permanent, une volonté permanente d'améliorer les choses, d'améliorer la société, de s'améliorer soi-même, de quitter d'une phase qui est devenue peut-être obsolète à une autre dimension plus adéquate et qui correspondrait aux enjeux et aux besoins même de la vie, tout simplement. Donc, et aujourd'hui, quand je dis en tant que révolutionnaire, je l'ai dit vis-à-vis des enjeux, vis-à-vis de la situation dans laquelle nous nous retrouvons, il faut une certaine révolution. En fait, il faut quitter le stade où nous sommes pour un autre stade un peu plus meilleur. Et donc, c'est refuser les statu quo de la prédation, les statu quo de la mauvaise gouvernance, les statu quo du népotisme, du clientélisme et tout ce qui va avec vers d'autres, parce que c'est tout ce que nous avons vécu depuis Mobutu jusqu'à aujourd'hui et qui n'a pas des choses qui n'ont pas fait évoluer le pays. Mais maintenant, en tant que mouvement citoyen, c'est pas aussi très classique. Le mouvement citoyen, d'ailleurs, sont des mouvements de fait. C'est pas des mouvements légalement constitués. Par exemple, Filimbi n'a pas de documents juridiques, on n'a pas un F92, on n'a pas une reconnaissance de l'État. C'est un mouvement de fait qui n'existe que à travers la charte que nous avons, que ce soit Lucha
Donc, on nous a appelés même par le régime de Kabila à l'époque de mouvement subversif. Donc, là, déjà, dans le mouvement citoyen, il y a une sorte de révolution, de subversivité, d'agressivité, en fait, du non-conformisme. Donc, on vient, on dit, bon, nous, on n'a pas besoin d'exister légalement en tant que structure pour manifester nos droits, plutôt pour réclamer nos droits et les défendre. Donc, c'est déjà un état d'esprit qui révolutionne le jeune, qui dit il ne faut pas attendre que le parti politique dise je donne le mot d'ordre et tous les jeunes doivent sortir, attendez le mot d'ordre du président. Non, tout citoyen a le droit de défendre, a le devoir plutôt de défendre ses droits et a le devoir de demander de compte au gouvernant. Et vous n'avez pas besoin d'être INASBEL, par exemple, une association sans but lucratif. Et c'est comme ça que ça s'appelle mouvement citoyen. C'est un mouvement des citoyens et qui manifestent et qui agissent de manière consciente, mais dans le respect aussi de textes, en fait, de lois. Et je ne me suis pas perdu, je crois, dans ma réponse, et c'est pour dire simplement que aujourd'hui, ce qui se passe, évidemment, après l'alternance, tout le monde a compris que le problème, c'est pas que l'opposition est plus meilleure que ceux qui sont au pouvoir. Parce que l'opposition d'hier disait voilà, quelle était la meilleure, quelle était l'alternative. Mais aujourd'hui, on a tous compris que le problème est plus profond parce que ceux qui étaient au pouvoir hier, qui sont devenus opposants aujourd'hui, dont notamment le FCC, le PPRD, critiquent le pouvoir et se disent qu'ils peuvent mieux faire que eux si eux du PPRD, par exemple, revenaient au pouvoir. Donc, ça devient compliqué, cette histoire. Et nous, on va un peu au-delà de ça pour dire le problème, c'est l'homme congolais, c'est la société congolaise, c'est les normes que nous nous sommes imposées qui nous détruisent. Suis-je partisan du changement de la Constitution? Cette question, je pense que c'est une question polémique et qui n'a pas de sens. Vous savez pourquoi? Parce que simplement, ce qui est très important entre changer ou pas la Constitution, c'est l'intention. Quelle est l'intention de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui pour changer la Constitution? Est-ce que c'est une intention de permettre à ce que les choses se passent bien ou c'est l'intention de se maintenir au pouvoir, d'allonger le mandat et tout ça? Moi, par exemple, si vous me dites, si le président Tshisekedi me dit, Carbone, moi, je pense que changeons la Constitution, faisons tout ce qu'on va faire, prolongeons le mandat, mais moi, je ne serai pas candidat. Donc, moi, je fais mon mandat, c'est fini, on va changer pour ce qui viendront. Vous verrez que beaucoup de gens ne vont même plus parler du changement de la Constitution parce qu'ils trouveront que la personne au sommet n'a pas d'intérêt. Donc, le plus grand problème, c'est les intentions derrière le réforme. On peut mener de réformes courageuses, mais qui sont taillées sur mesure pour des individus, tout comme on peut le mener pour l'intérêt général. Mais est-ce que la Constitution doit être retouchée? Bien sûr, bien évidemment. Moi, je suis partisan d'une modification ou d'une retouche de plusieurs articles de la Constitution qui ne cadrent plus avec la réalité aujourd'hui. Et même, je pense que s'il faudrait avoir une autre Constitution, je ne vois pas de mal là-dedans, mais le problème serait les intentions des hommes politiques et notamment ceux qui sont au pouvoir. Merci beaucoup, M. Carbone. Merci aussi à Yves pour les questions. À moins qu'il ait encore une dernière, peut-être. Sinon, nous sommes déjà presque dans les limites du temps. Alors, il y a encore une petite question ou bien ça suffit comme ça, hein, Yves? Moi, je suis bien. Je suis bien. Alors, c'est bon. Alors, M. Carbone Béni, merci beaucoup. Est-ce que vous avez un dernier mot? Mais avant le dernier mot, c'est une question simple, un peu pour évaluer notre travail. Hein. Ça ne ressort pas de dialogue direct avec vous. Comment est-ce que vous jugez notre travail, notre équipe, de ce que nous faisons d'un dialogue avec, tout simplement, en toute objectivité? Non, vous faites un excellent travail, surtout à travers les outils de communication modernes, la technologie avec les réseaux sociaux. Ça permet, moi je vous suis depuis longtemps et je suis un fervent auditeur et je pense que ça permet aux uns aux autres de découvrir certaines personnalités et de comprendre ce qu'ils ont comme à la fois idées et bagages.
Et ça permet dans un air un peu détendu. Vous voyez, Yves, il est un peu détendu. C'est pas trop classique, c'est pas trop professionnel comme sur un plateau de télévision. Vous-même, vous êtes en t-shirt. Donc, c'est un style qui permet voilà, de manière décontractée, d'échanger, mais sur des choses trop importantes. Et deuxième chose, c'est la qualité des invités. Vous avez une personnalité importante et une audience, une influence remarquable et qui permet à ce que les personnes qui passent sont des personnes ressources, sont des modèles, sont des références, sont des grandes personnalités. Et coup de chapeau pour le travail. Et c'est un honneur pour moi de passer ici. Et vous savez, ça fait plusieurs jours et plusieurs mois que je me suis pas exprimé. Mais je m'étais dit, bon, voilà, pour reprendre ma parole en tant que personnalité publique, je la reprendrai à travers les dialogues. Merci beaucoup, Père. Alors, merci pour ces mots encourageants, Monsieur Carbone. Alors maintenant, un mot de la fin, quelque chose encore que vous voudriez ajouter, qui n'est pas ressorti de nos questions. Je pense que presque tout est dit. Mon mot de la fin sera plutôt par rapport à l'avenir de notre pays. Je pense que ceux qui nous suivent et ceux qui nous suivront à travers les liens qui seront partagés comprennent que le Congo est grand, comme disait Lumumba, mais il demande de nous de la grandeur. Et la grandeur réside dans l'intérêt commun. C'est pas dans des intérêts individuels. La grandeur réside dans l'harmonie en tant que nation, dans le vivre ensemble, dans la volonté de construire quelque chose de plus durable. Et cette grandeur, nous devons la développer en tant que citoyens simplement, pas forcément en tant que leader, parce que le leader, il est d'abord citoyen, il est d'abord personne lambda, avant d'occuper des postes de responsabilité ou de représenter une masse. Donc moi, j'en appelle au sens même des valeurs d'intérêt commun pour que nous puissions construire cette nation qui nous est chère et la consolider pour notre progéniture. Voilà ce que je peux dire comme mot de la fin. Merci beaucoup, merci pour ce mot de la fin. Nous remercions tout d'abord nos téléspectateurs, ceux qui nous ont suivis à travers YouTube, à travers Facebook, à travers Twitter, à travers aussi Instagram. Merci de votre fidélité au dialogue avec. Nous remercions M. Benjamin Babunga qui nous a fait sa rubrique rappel historique. Un grand merci à Yves, parmi les fidèles membres de l'équipe du dialogue avec. Et puis alors, en dernier lieu, nous remercions de tout cœur notre invité du jour, M. Carbone Béni, que vous avez revu, puisque, comme il a dit lui-même, et comme quelqu'un l'a fait aussi remarquer, on ne le voyait plus beaucoup, mais il est présent. Ce qu'il n'a pas aussi dit est qu'il a été aussi à l'étranger, donc aux États-Unis d'Amérique. Maintenant, il est revenu au pays où il œuvre dans différents domaines, dans les études qu'il est en train d'entreprendre de droit et aussi dans ses propres business. En tout cas, grand merci encore une fois, Monsieur Carbone, pour votre disponibilité, puisque je vous ai pris comme ça à pied levé et vous avez dit, vous avez donné votre accord pour participer à l'émission aujourd'hui. J'espère que ce n'est pas la dernière fois que vous allez passer dans le dialogue avec. Et si vous avez quelque chose à dire au public, revenez parmi nous. Alors, vous allez retrouver cette émission au cours de la journée demain pour la rediffusion. Et nous allons aussi nous retrouver mardi prochain pour une autre édition du dialogue avec. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée pour les gens qui sont dans le même fuseau horaire que nous et encore une bonne journée pour les gens qui nous suivent dans d'autres fuseaux horaires. Alors, le plaisir était le mien d'être à votre service et ça sera encore la même chose prochainement. Nous nous retrouvons, comme je l'ai dit, mardi prochain pour une autre édition, même si c'est une édition réservée aux femmes, mais nous serons là pour les accompagner aussi. À très bientôt, avec le même plaisir.